Alors, on va enchaîner maintenant avec c'est le quatrième montage. Et on va l'appeler amplificateur différentiel. C'est plutôt différentiel le nom qu'on utilise. Et vous allez voir, bon, on va faire un mélange d'amplificateurs additionneurs et d'amplificateurs inverseurs et d'amplificateurs non inverseurs. Donc c'est un amplificateur qui va avoir deux entrées. Donc en fait, je remets l'ampli. Il y a un point de départ qui démarre comme un amplificateur inverseur. Je le refais comme ça. Avec les deux résistances R1 et R2 reliées à l'entrée moins. Le VS ici par rapport au 0 V. Et dans l'amplificateur inverseur, vous vous souvenez, la patte plus est reliée au 0 V directement. Et bien là, on ne va pas faire ça. Tout de suite, on va relier la patte plus au 0 V à travers une résistance. Voilà. Donc ici, il y a 0 V. Et on va attaquer cette entrée plus ici par une deuxième tension d'entrée à travers une quatrième résistance. Donc ça, alors comment je les appelle les deux tensions? Celle-ci on va l'appeler VE1 par exemple, et celle-ci VE2. Deux tensions d'entrée, R1, R2, R3, R4. Typiquement, le VS est comme ça. Donc on a clairement une rétroaction de VS sur l'entrée moins. Donc on sait que VS va trouver un point d'équilibre de sorte que VE plus égale VE moins. Donc on écrit toujours VS tel que, hors saturation bien sûr, VE moins, j'ai mis l'inverse, VE moins égale VE plus. Donc ça c'est la base. Et ça va être une première méthode en fait pour trouver la relation de VS en fonction des deux tensions d'entrée. Alors pour faire ça, pour continuer le calcul, eh bien, il faut exprimer VE- et VE+. Alors, pour que vous voyez bien, je vais flécher. VE+, c'est la tension de bande de R4. Ça, c'est VE+. Et VE-, je manque un peu de place. Attends, on va faire un peu trop. Donc voilà, des flèches qui se croisent, j'aime pas trop, mais il n'y a pas le choix. Ça, on va appeler ça VE+. Et la tension comme ça, je fais un petit saut, là, qui va de la patte moins, entre la patte moins et le 0 V, ça sera VE moins. Et cette résistance, je vais essayer de le remettre quelque part. Ici, c'est R4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire VE+, et VE-. Alors, VE+, je ne sais pas si vous voyez, VE+, c'est VE2 qui traverse deux résistances en série. Les deux résistances sont bien C, puisque je vous rappelle, le courant d'entrée de l'ampli, s'il est idéal, ce courant vaut 0. Donc tout courant qui sort de R2 n'a pas d'autre choix que d'aller dans R4, donc les résistances sont bien en série. Et quand on a deux résistances en série, bien ça s'appelle un pont diviseur de tension. Donc de ça, on va déduire que VE+, c'est égal à VE2, que multiplie R4 sur R3 plus R4. Formule du pont diviseur. Ensuite, on va calculer VE-. Et VE-, eh bien, je vais refaire le coup de Millman que j'avais fait avec l'ampli inverseur, puisque vous avez VE1 qui est distribué à travers R1 sur l'entrée moins. Le courant ici vaut 0, donc ça, cette connexion, elle n'agira pas sur le potentiel ici, ou la tension VE-. Et VS qui est relié sur cette patte-là via R2. Je refais le schéma rapidement. Et c'est exactement ce que j'avais fait avec l'amplificateur inverseur. Donc ça, on l'avait fait déjà. Donc on a VE1 cette fois, R1, R2 et VS. Et ici, j'ai VE-. Donc là, vous voyez qu'on retombe sur le cas d'application de la formule de Millman. Et donc VE-, eh bien, ça va être égal à la moyenne de VE1 plus la moyenne de VE2, de VS, pardon. Et la moyenne de VR et de VS avec les coefficients respectifs 1 sur R1 et 1 sur R2. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il suffit d'écrire que VE+ et VE- sont égaux au point d'équilibre. Point d'équilibre qui sera atteint instantanément si l'amplificateur opérationnel est idéal.
Donc VE- est là, j'écris qu'il est égal à VE+, donc je ramène le VE+, qui est là, ça m'évite de le réécrire tout, je multiplie R4 divisé par 3 plus R4. Et là j'obtiens une belle équation, si je considère juste cette partie-là de l'équation. Et on s'aperçoit que la seule inconnue de cette équation, c'est VS. Donc maintenant, le boulot qu'on a à faire, c'est d'isoler VS de cette équation. Alors ça va faire un peu de calcul, j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Moi je vous conseille de réécrire une ligne, mais la ligne que je vais réécrire, c'est celle-là. Mais je vais déjà travailler vous voyez, cette expression-là, parce que là j'ai plein de traits de fraction secondaire. Hein. Et si je les garde tout le temps, ça va faire des expressions assez affreuses. Donc on va faire un premier travail juste sur cette expression. Je vais l'écrire ensuite. Je vais écrire VE-. On refait juste VE-. Je réécris que c'est ça. Bon, j'ai la flemme de le réécrire, mais je le réécris, c'est mieux. Plus VS qui multiplie 1 sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et là, grosse astuce de mathématiques pour faire sauter les traits de fraction secondaires, les petits traits de fraction qu'il y a là, eh bien, je vais multiplier cette fraction par 1. Mais un 1 spécial, 1 qui sera constitué de R1 sur R2 divisé par R1 sur R2. En fait, je multiplie par R1 sur R2 et je divise par 1 sur R2, donc ça revient à ne rien faire. Et pourquoi ça va éliminer les traits de fraction secondaires? Parce que ce multiplié par R1 sur R2, si je le distribue sur le numérateur, là, eh bien ça va me donner VE1 que multiplie R1 sur R2 divisé par R1. R1 sur R1 ça disparaît et il me reste seulement R2. Plus VS que multiplie, et là j'ai R1 fois R2 sur R2, et donc ça me fait VS fois R1. Et le R1 sur R2 qui est ici, je vais le distribuer sur le dénominateur. Donc R1 fois R2 sur R1, il va rester R2. Plus R1 fois R2 fois R2. Et sur R2, les R2 sont bons, il reste plus R1. Voilà. Donc ça donne une petite forme plus sympathique au VE-. Et je vais écrire donc tout ça, hein. C'est-à-dire VE fois R2 plus VS fois R1 sur R1 plus R2 égale VE multiplié R4 divisé par R3 plus R4. Cette expression-là devient ça. Après, je vais isoler VS. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais multiplier chaque côté par R1 plus R2 pour faire sauter ce trait de fraction. Donc, ça va faire VE fois R2 plus VS fois R1 égale VE fois R4 divisé par R3 plus R4 que multiplie R1 plus R2. Vous voyez, là, on commence à un peu, il y a un risque d'enlisement dans les calculs. Voilà, mais c'est pas grave, on va pousser jusqu'au bout. On n'est plus très loin, VS est presque isolé. On obtient VS égale. Allez, je le fais un peu directement. Ce terme-là, je le passe de l'autre côté. Il devient moins. Et ensuite, là, j'ai VS fois R1, je divise tout par R1. Donc je fais tout d'un coup, ça mériterait 2 lignes. Mais bon, je vais gagner un peu de place sur mon petit tableau. Donc ça nous fait le premier terme, VE, qui multiplie R4 sur R3 plus R4. Ah, j'ai oublié lequel VE là. Ouh, je me suis perdu là. Alors, il y a, attention, sur R3 plus R4, j'ai un peu perdu le fil. Celui qui est multiplié par, qui est dans le compte diviseur, c'est VE2, pardon. Donc ça, c'était VE2. Et celui-là, c'était VE1. Voilà. Alors, on va tout remonter, VE1, VE2. Ouais, parce qu'il y a VE2 et un VE1, je me suis confondu. Voilà, sur R4. Que multiplie. Donc là, je fais R1 plus R2 sur R1. Voilà. Et j'avais ce terme-là, j'ai dit passer de l'autre côté, il devenait moins VE1 fois R2 sur R1.
Et bien c'est ça la relation finale. Donc en fait, vous avez VE2 qui est multiplié par un gain ici. On va appeler le gain par rapport à V2. Et vous avez V1 qui est multiplié par un gain. Alors je vais mettre une forme un peu différente. Je vais laisser un plus là et je vais mettre le moins ici dans le gain. Et ce gain négatif, on va appeler ça G par rapport à V1. Et le gain par rapport à V1 est négatif, le gain par rapport à V2 est positif. Voilà, donc par rapport à V2, c'est un ampli non inverseur, et par rapport à V1, pardon, c'est un ampli inverseur, ce truc. Alors, on va regarder les cas simples. Les cas simples, c'est le cas où toutes les résistances sont égales. Premièrement, R1 égale R2, égale R3, égale R4. Et là, on va avoir un truc assez remarquable en résultat. Si on met tout égal, j'écris, ça fait VS égale VE2, que multiplie, mettons qu'elle vaille, je sais pas, 1 quelque chose, oui, ça fait 1 sur 1 plus 1, ça fait 1,5. Voilà. Et puis là, ça fait 1 plus 1 sur 1, ça fait 2. Et puis plus VE1, que multiplie 1 sur 1 avec un signe moins, ça fait moins 1. Et là, ça nous donne un truc tout bête. Ça nous donne VS égale VE2 moins VE1. Voilà. Et donc là, la tension de sortie, c'est tout bêtement la différence entre les deux tensions d'entrée, d'où le nom amplificateur différentiel. Typiquement. Voilà. Alors on verra, ça c'est pas mal utilisé, notamment pour faire des asservissements. Je vous en parlerai un peu plus tard, pour que vous compreniez un peu l'intérêt de ce genre de circuit. Voilà. On trouve ça classiquement en asservissement. Alors en fait, là on a un amplificateur de différence, ou différentiel, mais qui a un gain de 1, puisqu'en fait, cet amplificateur amplifie la différence entre VE2 et VE1, enfin amplifie même pas, il fait la différence et il multiplie par aucun coefficient, donc l'amplification vaut, le gain on peut dire c'est 1, c'est une fois la différence. En jouant sur les valeurs de résistance intelligemment, on peut obtenir un gain différent de 1, c'est-à-dire avoir VE2 moins VE1 multiplié par un coefficient qu'on peut ajuster avec la résistance. Alors, je vais vous montrer ça rapidos. La technique pour faire ça, c'est de ne pas prendre cette condition, mais je vais vous la donner, c'est de prendre des rapports sur la résistance qui soient constants. Alors si on prend R2 égale K fois, K on l'utilise pour lambda, on va prendre lambda, voilà, lambda fois R1. Voilà. Et puis on va prendre, faut prendre R4 égale lambda fois R3. En gros, on peut prendre R1 égale R3, on peut le dire aussi comme ça, et R2 égale R4. Si je prends R1 égale R3, ça fait R2 égale R4 dans la même valeur. Alors si on injecte tout ça dans la formule, eh bien on va obtenir VS égale VE2 que multiplie. Alors R4, j'ai dit que c'était lambda R3, donc là je mets lambda R3. Très bien, sur R3, plus le R4 qui vaut lambda R3. Ok. Allez, je fais tout. Le R1, on dit c'est R1, mais le R2, c'est lambda R2. Donc R1, et à la place du R2, je mets lambda, à la place du R2, je mets lambda R1, divisé par lambda par R1. Comme ça. Plus V1, que multiplie le moins, le R2, c'est lambda R1, sur R1. Voilà ce que ça donne. Après, je fais mes petites simplifications. Multiplié par R1 divisé par R1, ça fait 1. Donc il va rester moins lambda. Là, j'ai les R3 qui sont présents sur tous les termes du dénominateur, donc je peux le mettre en facteur, et ça va simplifier ici, ça va faire
lambda plus 1, je vais quand même réécrire tout. On va écrire ici, terminé là. Ça fait VS égale VE2 que multiplie. Donc là, l'R3 il se simplifie partout, et il va me rester lambda divisé par lambda plus 1 pour ce terme-là. Ici, cette fois, c'est R1. R1 sur R1, ça fait 1. Et lambda R1 sur R1, ça fait lambda. Plus VE1 que multiplie moins lambda. Les lambda ici, 1 plus lambda, lambda plus 1, multiplié et divisé, ça s'en va. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste au final? Au final de tous ces beaux calculs, j'aimerais bien mettre ceci. Eh bien, j'obtiens VS égale lambda, je peux le mettre en facteur, et ça fait lambda VE2 moins VE1. Et là, j'ai bien un amplificateur de différence, c'est-à-dire je fais la différence et je multiplie par un coefficient lambda qui peut être plus grand que 1 ou même plus petit que 1 en fait. On peut faire un amplificateur ou un atténuateur en fait avec ça. Donc ça nous fait un amplificateur de différence ou un amplificateur différentiel. Voilà. Alors je pourrais m'arrêter là sur ce circuit. Mais vous avez vu que pour obtenir cette formule-là, on a pas mal transpiré, on a fait pas mal de calculs. Et maintenant, je vais vous montrer une méthode qui permet d'écrire ça directement, sans faire aucun calcul. Deuxième méthode, que vous connaissez déjà d'ailleurs. J'aurais bien aimé garder la formule dans un coin, mais j'ai pas assez de tableau. Mais c'est pas grave, vous notez sur votre feuille et puis vous pouvez comparer. Vous allez voir qu'on va reobtenir exactement ce résultat. Je sais pas, je vais essayer de la maintenir le plus longtemps possible. Cette formule, si ça se trouve, on va retomber dessus direct. Donc la méthode que je vais utiliser, eh bien, je vais effacer ça, ou je la réécris. Je la réécris là dans un coin vite fait, comme ça on ne la perd pas. C'est VE2 que multiplie R4 sur R3 plus R4, que multiplie R1 plus R2 sur R1, moins VE1 qui multiplie moins R2 sur R1. Voilà, c'est fait. Et alors la deuxième méthode fantastique, elle marche comme ça. On va faire du théorème de superposition. On a deux entrées. Et quand on a deux entrées, eh bien on a dit que le VS et que le circuit est linéaire. Le VS produit par les deux entrées VE1 et VE2, c'est la somme, plus à gauche, VS de VE1 et VE2, c'est le VS créé par le VE1 seul, plus le VS créé par le VE2 seul. Alors on va commencer par le VS créé par le VE1 seul. Le VE1 seul, c'est-à-dire qu'on met une tension ici en entrée, mais le VE2 doit être mis à 0. Donc qu'est-ce que je fais? Le VE2, je le remplace par un générateur de tension nul. C'est-à-dire ici je mets un fil. Si je mets un fil ici, voilà, on va pouvoir se poser la question de savoir ce que vaut le potentiel ici. Donc le potentiel ici, c'est quoi? C'est la tension VE+, en fait, qui est la tension aux bornes de ces deux résistances, R4 et R3, qui sont en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, ici, au lieu de mettre R4 et R3, je peux mettre les deux en parallèle, une REC qui vaut R3 parallèle R4. Ok, là c'est fait. Et donc, que vaut de toute façon, que vaut la tension aux bornes de cette résistance? C'est une tension aux bornes d'une résistance qui est parcourue par un courant nul. Donc quand on fait la valeur de la résistance fois 0, on obtient que V- vaut 0
en fait, le potentiel ici, ça va être 0, comme si on avait branché un fil. C'est pareil. On met une résistance ou un fil ici, ça ne change strictement rien. La tension aux bornes du fil ou aux bornes de la résistance, ça sera 0, puisque le courant est nul. Le fait que le courant d'entrée de l'ampli est nul. Donc en fait, on peut complètement simplifier le circuit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, on reconnaît un amplificateur inverseur. Et donc, si on reconnaît l'amplificateur inverseur, eh on sait par résultat d'amplificateur inverseur que le résultat, ça va être moins R2 sur R1 qui multiplie VE1. Voilà, ce terme-là, il correspond à ça. Une fois qu'on a fait tout ça, et bien après on va s'occuper de ce terme-là. Et ce terme-là, c'est le contraire qu'il faut faire. Cette fois, c'est VE1 qu'il faut annuler. Alors, je vais déjà rétablir mon entrée par rapport à VE2. Donc là, je remets tous mes composants. Voilà, je remets mon entrée VE2. Okay. Voilà, R3, R4. Je remets le VE+, parce qu'il va me servir. Et surtout, maintenant, je fais VE2 égale 0. Donc VE2 égale 0. Et voilà, VE2 égale 0, j'ai remplacé VE1 égale 0, pardon, donc je mets un fil à la place de VE1. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à regarder, étudier ce circuit. Et là, il faut prendre conscience que ce circuit, eh bien, ça va être VE2 qui passe dans ce pont diviseur pour faire VE+. Le VE+, est envoyé sur l'entrée plus. Et ce qu'il faut reconnaître maintenant, c'est que le circuit qu'on a ici, eh bien, en fait, c'est un circuit non inverseur par rapport à VE+, branché à l'envers. C'est-à-dire que vous voyez que vous avez un pont diviseur là, qui va de VS, qui passe par R2 et par R1, qui va au 0 V. Donc VS, ou plutôt VE-, c'est bien VS passé dans le pont diviseur constitué de R2 et de R1. Et donc ça, c'est le cas de l'ampli non inverseur. Voilà, si je voulais refaire cet ampli, il faudrait que je redessine pas mal. J'ai la place, je vais le faire en dessous. Si je voulais le refaire un peu différemment, voilà, comme que vous reconnaissiez bien l'ampli non inverseur, vous allez voir, c'est exactement le même. Hein. J'inverse le plus et le moins, là. Donc là, je fais rentrer... cette fois, je mets R3, R4. Et là, c'est VE2. Alors, pour ceux qui ne voient pas, je redessine tout. Et là, on peut écrire comme ça. R2, R1. Donc, je ne vais pas vous comparer les deux schémas. Là, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Hein. Simplement, voilà, au lieu de mettre l'entrée moins en haut, là, je l'ai mis en bas. Et pareil, l'entrée plus en haut, etc. Et là, qu'est-ce qu'on... Là, ça devient criant. Ça, c'est un ampli non inverseur. Voilà. Et ça, c'est un pont diviseur. Et là, je retrouve... Je vais faire VE, voilà, VE+. Alors, la formule de l'ampli non inverseur, ça me donne que, en fait, la tension de sortie VS ici, eh bien, ça va être VE+, multiplié par la formule du pont de l'amplificateur non inverseur. Donc ici, je peux écrire VE+. Alors, je vais mettre un peu de place, là, parce qu'après, je vais effacer. Je multiplie. Donc, le gain, c'est R2 plus R1. R2 plus R1 sur R1. Et le VE+, qui est ici, en fait, je vais remplacer par VE2 passé dans le pont diviseur. C'est-à-dire que lui, je peux l'écrire directement, VE+, à la place, je peux écrire VE2 multiplie R3 dans R4 sur R3 plus R4. Et là, j'obtiens une nouvelle expression de VS. Donc j'ai fait beaucoup de gymnastique d'esprit sur le circuit, mais je n'ai fait aucun calcul cette fois. J'écris le résultat direct, et donc maintenant il n'y a plus qu'à vérifier que ça coïncide bien. Eh bien, VS par rapport à VE1, bon là j'en ai mis un peu trop, là c'était un plus, eh bien VE1 il est bien multiplié par moins R2 sur R1, comme ici, donc c'est la même chose pour le terme en VE1. Et le terme de VE2, on a bien VE2 multiplié par le gain du pont diviseur et multiplié par le gain d'ampli non inverseur, on trouve
exactement la même chose. Voilà. Donc là, la deuxième méthode, c'est sans calcul. C'est direct. Voilà. Et alors en plus, on peut en déduire les fameuses fréquences de coupure par rapport à chacune des entrées, très rapidement, parce que, en fait, par rapport à VE1, on a vu que ça avait un ampli inverseur tout bête. Donc, l'ampli inverseur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit que. Allez, on va écrire. La fréquence de coupure par rapport donc à l'ampli inverseur. L'entrée qui inverse, c'est V1. Ben, c'est FC sur, par rapport à V1, ben, ça sera GBP. Voilà. Et celui-là, si on appelle le gain par rapport à V1, eh bien, on a vu que c'était sur module de GV E1 plus 1. Avec une valeur absolue. Et ça, c'est par rapport à l'entrée 1. Et la fréquence de coupure par rapport à VE2, donc c'est sur ce circuit-là qu'il faut raisonner, FC par rapport à VE2, et bien ça va nous donner quoi? Alors, il y a le pont diviseur ici, lui, il n'a pas de fréquence de coupure, il transmet toutes les fréquences, sans problème si les résistances sont idéalisées, mais ce n'est pas le cas. Ce qui va limiter les fonctionnements de fréquence, c'est l'ampli non inverseur ici, avec son gain qui vaut R2 sur R1 plus R2. Et là, on avait vu que pour l'ampli non inverseur, eh bien, la fréquence de coupure, c'est GBP divisé par ce gain-là. Le gain de l'ampli non inverseur, c'est lui en fait, hein, c'est celui qu'on a écrit ici. Voilà, bah, je vais le remettre ici, c'est-à-dire divisé par R1 plus R2 sur R1. Et donc, avec le terme de superposition, ces deux formules se retrouvent directement. Voilà, pas besoin de faire de gros calculs ni de grosses démonstrations, il suffit de réutiliser les résultats des amplis inverseurs et non inverseurs. Allez, pour terminer sur cet amplificateur, on va parler de résistance d'entrée et résistance de sortie. C'est le seul truc qu'on n'a pas fait. Allez, j'efface ça. Et puis, ça va clore. Alors, résistance de sortie libre, c'est facile. C'est la résistance de sortie d'un ampli, ça vaut 0. Ça, il n'y a même plus à réfléchir. La résistance par rapport à l'entrée V2, qu'on va appeler, je vais commencer par celle-ci parce que c'est la plus simple. Alors on regarde simplement le schéma, on ne va même pas faire de gros calculs. Hein. V2, en fait, ça débite dans ces deux résistances en série, on a déjà dit, puisqu'il n'y a pas de courant ici. Et ces deux résistances en série, eh bien, ça fait une REC qui vaut R3 plus R4. Donc la résistance d'entrée par rapport à V2, alors on va appeler RE par rapport à V2. Eh bien, c'est tout simplement R3 plus R4. Voilà, ça c'est facile. Et on va faire la résistance d'entrée maintenant. Que je pourrais, alors, on va appeler ça RE2. Ça c'est plus clair. Et la résistance d'entrée RE1, qui est la résistance d'entrée par rapport à V1, égale. Bon là, on va commencer à réfléchir un petit bout de courant. On va appeler ça I1. On va dire que c'est V1 sur I1. Alors, I1, eh bien, c'est là que ça va être on va voir que ça va être un peu merdique. Pourquoi? Parce que V1, il dépend certes, I1, pardon, il dépend certes de V1, qui est ici, mais il dépend aussi de ce potentiel-là, qui dépend de VE2. En fait, ce I1, c'est V1 moins. VE2 passé dans le pont diviseur, moins VE+, en fait. Donc, ça va faire quelque chose d'un peu bizarre. C'est-à-dire que le V1, le I1, moi, j'ai fait écrire que c'est V1, qui est ici. Allez, on va peut-être pas pousser trop loin, mais ça fait VR1 sur
sur R1 égale VE1 divisé par, et le VR1 qui est ici, eh bien c'est VE1 moins, ça c'est 0, hein, donc ça fait VE1 moins VE+. Donc là je peux mettre VE1 moins VE+. Ouais, sur R1. Alors c'est le calcul. Voilà, sur R1. Bon, les deux traits de fraction, je le remets en haut, ça me donne égal R1 VE1 divisé par VE1. Et le VE+ qui est ici, ben le VE+, on a dit que c'était VE2 passé dans le courant diviseur. R4 sur R3 plus 5. Et là, on a un problème. C'est que le courant d'entrée, en fait, il ne dépend pas que de VE1, mais il dépend aussi de VE2. Et donc, pour avoir une résistance d'entrée, il aurait fallu que ce courant ne dépende que de VE1. Voilà. Donc, en fait, on a une influence de VE2 sur le courant d'entrée. Et donc, ça veut dire que la résistance d'entrée par rapport à 1 n'est pas déterminée, ou on pourrait éventuellement en calculer une, mais qui est valable seulement lorsque VE2 vaut 0. Ce qui n'est pas le but de ce circuit. Hein. Si on fait VE2 égale 0, ben on retombe sur R1. Et cette résistance-là, c'est normal, on retombe sur l'ampli inverseur. Voilà. Donc, dépend de VE2 entre R1, R2 et R1. Pas défini. Ça veut dire en fait on ne peut pas modéliser cette entrée par une simple résistance. Alors est-ce que c'est grave, docteur? Pas trop, mais ça veut dire qu'en fait si on veut quand même que le montage fonctionne précisément, il faut que VE1 soit indépendant du courant d'entrée ici. Ça veut dire qu'il faut que VE1 soit fait par un générateur de tension parfait. Donc ça impose que VE1 soit fait par la sortie d'un autre amplificateur opérationnel, typiquement. Sinon, le montage risque de ne pas bien fonctionner. Ou alors, votre VE1 est fait par un circuit linéaire qui peut être, dont la sortie peut être modélisée par un générateur de Thévenin, comme ça, avec sa RTH, et puis le ETH qui sera égal au VE1, mettons, qu'on veut appliquer comme ça. Et là, si on a ce modèle-là pour la sortie, on s'aperçoit qu'on peut quand même utiliser le circuit, mais dans les formules, il ne faudra pas tenir compte seulement de R1, mais de R1 en série avec RTH. Donc il faudra prendre R1 plus RTH, voilà, pour calculer, pour les calculs notamment du gain différentiel, typiquement. Voilà. Okay, donc ça induit quelques contraintes. Voilà. Donc ce circuit, retenez, bon, il fonctionne bien si les deux tensions là, sont appliquées, sont attaquées. Les deux entrées sont attaquées par des générateurs de tension parfaits. Si ce n'est pas des générateurs de tension parfaits, il faut tenir compte de la résistance de Thévenin. Puis même ici, comme la résistance d'entrée n'est pas infinie, qu'elle vaut 3 plus R4, et il faudra tenir compte aussi de la résistance de Thévenin de ce générateur. Bon. Voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cet amplificateur différentiel. C'était notre 4e montage usuel avec les amplificateurs opérationnels. Il y en a encore quelques autres à voir, et ben on va réserver ça pour une prochaine fois. Allez, à bientôt.